Et bonjour petite fougère de YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. On se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours sur le management désincarné par Dujarier. Si je dis pas de bêtises, j'oublie à chaque fois le nom de l'auteur, ça me tue. Tu es Dujarier, non c'est bon, j'avais le bon nom, yeah, victoire. Donc par Dujarier, Marie-Anne Dujarier, qui est sociologue, et qui a étudié le management désincarné. Et donc tout simplement, on va continuer la lecture. Comme d'habitude, je vous le rappelle, n'hésitez pas à m'arrêter, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à partager un élément de votre vie, de votre expérience, qui peut être tout à fait pertinent, avoir un écho avec ça. Que vous dire de plus? N'hésitez pas, pour ceux qui sont sur YouTube, à venir nous rejoindre sur Twitch, sur la chaîne MX Mortac, parce que on y est bien déjà, voilà, ça c'est quand même bien, on est entre petites fougères bien sympathiques, bien posées, et puis parce que ça permet d'avoir un échange en temps réel, ce qui est quand même plus pratique quand vous avez une question, et puis c'est parti, ni Ouni, ni technique des machines. Les gestionnaires, qu'ils soient praticiens ou chercheurs, Chiapello et Gilbert en 2013, affirment que la gestion est un outil, c'est-à-dire, si l'on se réfère à une définition du dictionnaire, un objet dont disposerait l'homme pour agir sur la matière. D'autres parlent de technique de management. Celle-ci, toujours d'après le dictionnaire, est définie par son rapport à l'empirique et à sa fonctionnalité. Pourtant, comme nous l'avons vu, il est couramment reproché au management de ne pas faire assez référence à l'expérience. La technique désigne la maîtrise pragmatique du monde, ce que Marcel Mauss a résumé par la belle formule « un acte traditionnel efficace », Mauss en 2006. Or, ces trois termes ne s'appliquent pas à l'encadrement par les dispositifs. S'ils peuvent être considérés comme des actes de langage, ils ne sont que cela. De ce point de vue, ils sont moins des actes, au sens de Mauss, que des pratiques symboliques. En outre, ils ne se réclament pas de la tradition, au contraire, mais ils n'échappent évidemment pas à leur héritage historique. Les planeurs revendiquant d'innover et de rompre avec le passé, les routines, les habitudes. Enfin, leur efficacité fait l'objet d'un débat social et sociologique vif, nous l'avons vu. Finalement, les termes d'outils, de technique, semblent inadéquats pour parler des dispositifs dont il est question ici. Leur emploi a peut-être une fonction de justification, mais ne peut pas satisfaire l'analyste du travail. Coucou Ardine, j'espère que tu vas bien. Ça veut pas poster, pourquoi ça veut pas poster? Mais ça va bien Ardine, j'espère que tu vas bien aussi. Pourquoi ça veut pas poster? Il te met un message d'erreur en particulier? Parce que normalement il est pas censé te bloquer. Je viens de voir que t'as posté. Pour moi t'as posté. Alors par contre t'as pas de lien. Tu as un sujet qui s'est ouvert mais t'as pas de lien dedans. C'est dommage ça. C'est dommage. Je sais pas à quoi c'est dû. Faudra regarder ça. Si tu veux, on regardera ça plus tard. There was an issue saving the post. Bah merde. Bon, à mon avis, c'est un problème de synchro du serveur, mais ça ne m'est jamais arrivé ça. C'est pas commun. Du coup, j'espère que tu vas réussir à poster. On regardera ça après le live si tu veux, j'essaierai de t'aider, de voir avec toi. Peut-être que si tu me les passes en privé, que moi je peux les poster, je sais pas. Mais je sais pas, c'est bizarre. Je suis tendu, je suis rentré, j'ai entendu une émission sur Europe 1 avec un psychiatre qui venait parler des cisgenres et des transsexuels. Ça répond à ta question sur comment ça va. Ça a l'air bien. Ça a l'air tellement bien. Ça a l'air tellement bien. Du coup, nous, on est sur le management désincarné. Et ce matin, sinon, on a fait des choses très intéressantes. On a fait quelques articles. Ouais, ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. Ce matin, on a fait quelques articles sur notamment les étudiants de droite qui sont ostracisés par les méchants étudiants de gauche. C'était rigolo. C'était rigolo. Ah, il y a eu un passage, selon Freud... Voilà, je ne dirai rien, je vais reprendre la lecture du texte, ne m'en voulez pas. Le terme de machine semble mieux qualifier ces dispositifs, comme le suggèrent les assistantes sociales dans leur analyse commune. D'après elles, l'application de dispositifs aux cas sociaux qu'elles accompagnent crée un renversement de moyens en fin. Désormais, c'est à l'usager de s'adapter au dispositif, s'il veut rentrer dedans. Le dispositif impose ses critères, son calendrier, ses rythmes, et un langage bureaucratique parfois difficile à comprendre et qu'il faut suivre.
C'est l'hypothèse que faisait Jacques Guirin en 83, en distinguant, à la suite de Marx en 72, l'outil de la machine. Qui c'est qui fait un bruit de tous les diables là? Je crois qu'il y a un chat qui est en train de faire caca et il est en train de faire un bruit, mais comme l'enfer. Ma foi, pourquoi pas. Il montre que celle-ci a son propre rythme, qu'il faut maintenir et surveiller. La machine produit avec l'aide du travailleur, à l'inverse de l'outil qui est à sa disposition. Pour Girin, l'avantage de les considérer sous l'aspect de machine permet de mettre en premier plan des phénomènes tels que la déqualification relative, l'interchangeabilité des cadres, l'opacité plus grande, on perd en vue les finalités de l'activité pour se centrer sur les nécessités de l'entretien, du fonctionnement en continu, l'existence d'un secteur d'activité de production, de commercialisation des machines de gestion, etc. Cela permet aussi de mieux poser le problème de la dialectique, des finalités de l'action, des moyens d'action. On met en place une machine en vue d'un résultat, mais la logique de la machine finit par primer la logique de l'action. Cette thèse signale aussi un changement de tâche des cadres de proximité, qui deviennent des surveillants de machines. C'est bon, les liens ont été postés. Parfait, nickel. J'ai dû diviser en plusieurs réponses, ça marche, c'est bon. Ah, peut-être que c'était trop lourd d'un coup alors. Peut-être que c'est trop lourd d'un coup, mais j'avoue que c'est la première fois que ça m'arrive, ça. C'est rigolo. Je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui aient eu le même problème que toi. C'est bien, tu mets en avant des problèmes du coup. C'est cool. Faudra faire un retour en vrai aux développeurs, ça peut être pertinent. Ça peut être pertinent. En même temps, j'avais beaucoup de docs accumulés. Ah bah je t'avoue que là, je regarde pas forcément parce que du coup, je suis sur la lecture, mais c'est peut-être effectivement qu'ils ont limité la taille. C'est couillon, mais pourquoi pas. Ok. Oui, oui mon chat, t'as fait caca, j'ai compris. Oui, mon bébé. Allez, viens. Mais oui, t'as fait caca, c'est bien, je suis content de toi. C'est bien. Bon oui, t'es un gentil chat, voilà. Il faut dire bravo au chat, il a fait caca, donc voilà, il faut lui dire bravo. C'est bien, t'as fait bien caca dans la cage, enfin dans la caisse. C'est bien, bah oui. Voilà. Oui, je sais, je rassure mon chaton parce qu'il faut le rassurer quand il fait caca, je sais pas pourquoi. C'est toujours pareil, il fait caca et après il miaule en panique, genre mon Dieu, j'ai fait caca. Bah, oui, le chat, ça arrive. Où est-ce qu'il est passé? Il est reparti. Bon voilà. Vous voyez, je l'ai gratouillé 3 fois, il a arrêté de miauler. Ce chat est un peu particulier. Bon, je vais reprendre un peu sur le texte. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il met en avant qu'en fait tous les processus, tous les outils donc qui sont mis en place pour faire de la gestion. Donc on repart sur cette thématique de la gestion désincarnée, hein, sur le management à distance, par des outils, par des retours de chiffres, de quantitatifs. Il faut prouver combien tu as fait et ainsi de suite. En fait, plutôt que des outils, où l'outil va normalement relever d'un outil, donc d'un objet quelconque qui va être à la disposition du travailleur, il préfère utiliser plutôt le terme de machine, notamment l'auteur nous parle de Jacques Guirin, qui nous met plutôt le terme de machine, parce qu'à ce moment-là, en fait, on tombe plus sur un objet qui va co-travailler avec le travailleur, c'est-à-dire que le travailleur ne peut pas se passer de la machine, en fait, la machine fonctionne, la machine est à faire fonctionner, et le travailleur doit se centrer sur ça, et surtout, en fait, ça va permettre de reprendre tout un tas des aspects qu'il y a autour de ces outils de gestion, de quantification, où en fait, le travailleur, alors qu'à la base, il avait une tâche A, il se retrouve avec une tâche B qui consiste à, notamment, en fait, assurer le maintien, l'entretien de ces outils de gestion, et que ça relève bien de la machine justement. La machine va faire la tâche, ou va co-faire la tâche avec le travailleur, mais le travailleur doit passer la moitié de son temps, au moins, à travailler sur la machine pour que la machine continue à travailler, continue à avancer. Et elle ne peut pas s'en passer au final. Là où l'outil, en fait, ça va être plus comme le marteau, c'est si là t'en as besoin, tu prends le marteau en main, tu tapes, mais tu le lâches après, t'en as plus besoin forcément. Là, la machine, elle est là, elle est présente, et tu es obligé de faire avec. Tu es obligé de co-travailler avec elle, et tu es obligé de le faire la gestion, de faire la maintenance de cette machine, quand bien même là on parle notamment d'outils par exemple informatiques ou de processus ou de tout un tas de choses qui sont mis en place, donc pas forcément des objets qui sont, on va dire, des objets physiques, hein. C'est pas forcément une machine dans le sens où vous avez une grosse boîte métallique à côté de vous, hein, qu'on soit bien clair. Une différence importante est à noter par rapport au projet taylorien.
Ici, les concepteurs de dispositifs ne souhaitent pas que les travailleurs arrêtent de sentir, de penser, de signifier. A l'inverse de Taylor, ils n'attendent pas qu'ils cessent d'être en activité. Au contraire, ils en appellent à l'autonomie, à la personnalité, à la créativité de chacun, et même parfois à son courage, à son éthique. Cette concomitance d'hyper-prescription et en même temps d'appel à l'autonomie peut être perçue comme une contradiction ou un paradoxe. Mon hypothèse est plutôt que ces deux dimensions sont fortement et fonctionnellement nouées, à condition de comprendre cette autonomie comme devant s'exercer au-delà de la machine, pour la corriger, la dépanner, l'adapter en fonction des situations locales. L'appel à l'autonomie dans un contexte où elle semble avoir disparu signalerait en fait un déplacement. L'activité serait moins orientée sur la production que sur l'entretien du dispositif lui-même. Donc là, c'est toujours assez intéressant parce qu'en fait, ce que ça met en avant, c'est que du coup, puisque on peut considérer que c'est une machine, on se retrouve avec un paradoxe. Le paradoxe de on vous appelle tout le temps à vous penser à l'autonomie, à vous faire par vous-même. Pour autant que on vous met concrètement des barrières constamment sur tout ce que vous pouvez entreprendre et tout essayer de mettre en place. Est-ce qu'on peut renommer les noms des topics? Alors tu peux renommer les noms des topics sur le tout premier post. Sur le tout premier post, en fait, tu vas faire éditer, tout simplement. Et quand tu fais éditer, tu vas accéder au titre. Tu vas accéder au titre pour pouvoir le renommer. Tout simplement. Hop. J'ai été déco. Ah merde. L'appel à l'autonomie, c'est en gros une hypocrisie dans un faux système méritocratique, non? Pas vraiment. Alors, éditer, je finis avec toi. Éditer, on va faire très simple. Je vais te le montrer. Ça sera le plus rapide. Tac. Coucou Billy. Si tu viens là. Voilà. Premier post, ici, les trois petits points. Les trois petits points qui sont là, tu auras une option éditer. Bon, moi je l'ai pas parce que c'est pas moi l'auteur de base, donc voilà, j'ai pas le truc. Mais là, tu auras une option. Et tu le fais sur le tout premier post, et du coup, quand ça va t'ouvrir ça en fonction éditer, tu pourras renommer le titre. Tout simplement. Tac. Et je reviens ici. Voilà. Hop, on est bon. Et du coup, pour reprendre ce que tu disais juste avant, l'appel à l'autonomie, c'est en gros une hypocrisie dans un faux système méritocratique. Non, pas vraiment. C'est là où justement, il complète ça en disant, en fait, ce qu'on constate, c'est que ça pourrait être un paradoxe, ça pourrait être un truc qui ne va pas ensemble, mais en fait, si. Ce qui est appelé à l'autonomie, c'est pas la tâche en elle-même, c'est en fait ce qui entoure la tâche. C'est-à-dire que initialement, le travailleur faisait la tâche A. Aujourd'hui, on l'appelle à l'autonomie, non pas sur la tâche A, parce que la machine est là pour faire la tâche A. On l'appelle à l'autonomie sur la tâche B. La tâche B consistant à s'occuper de la machine, à adapter la machine aux besoins. C'est comme si tu prenais une métaphore de la chaîne de montage. En fait, c'est comme si sur ta chaîne de montage, ta machine est en train de faire un produit, sauf qu'en fait, de produit en produit, tu fais pas le même produit. Tu changes de produit tout le temps. Ce qui évidemment sur une chaîne de montage est un petit peu bizarre, puisque du coup normalement tout est censé se faire à la chaîne et tu es censé faire le même produit dans des quantités phénoménales. Là en fait on attend que tu fasses des quantités relativement phénoménales, c'est pour ça qu'on t'a mis une machine qui fait le produit, mais en fait chaque produit doit être différent, un tout petit peu différent, pas forcément beaucoup, mais là sur cet aspect par exemple, là t'as pas une courbe, là t'as un coin carré, là je sais pas moi t'as un truc qui ressort, peu importe. Et le truc en fait c'est que ta tâche d'autonomie, ça consiste en fait à modifier ta machine qui va faire ton produit. Si tu prends l'analogie du coup la métaphore de la ligne de production. Et c'est là où du coup ça s'écarte du Taylorisme, par exemple, ou du Fordisme, ou ce genre de pensée justement de mettre en place une production à la chaîne, de mettre une production avec des machines qui produisent, et le travailleur qui est juste là pour entretenir la machine, mais pas modifier la machine, juste resserrer le boulon s'il faut, et puis c'est tout quoi. Là on est sur une position où en fait on demande au travailleur de modifier la machine en permanence pour que le produit soit toujours bien. Sauf que du coup, le travailleur avant s'occupait de faire le produit, là où aujourd'hui, il n'a plus à faire le produit, il doit s'occuper de modifier la machine qui fait le produit. Et c'est là où il y a un shift en fait, c'est là où il y a un changement qui se met en place. Et c'est pour ça qu'on a cet élément de langage qui pourrait être assez, assez paradoxal sur le papier comme ça, mais qu'en fait il ne l'est pas du tout, finalement il ne l'est pas du tout, parce qu'on t'appelle bel et bien à l'autonomie, on t'appelle bel et bien à mettre en place de la créativité et ainsi de suite, mais plus sur la tâche qui t'était assignée initialement, parce qu'en fait, ta tâche initiale n'est plus celle que tu dois réaliser. Toi, ce que tu dois réaliser, c'est l'entretien de la machine qui fait la tâche initiale. Et c'est là où du coup on peut tomber sur des dysfonctionnements, c'est qu'au final, ta machine, comme elle est, on va dire, comme ton outil, il est standardisé,
et que tu as pour tâche de l'adapter tout le temps, mais tu t'occupes plus vraiment de ça, ça pose problème. Tu penses quoi des gens qui veulent faire des communautés autonomes hors système? Alors je pense que le problème c'est qu'on soit obligé encore à l'heure actuelle de toujours plus ou moins vivre avec le système et que ce système est hautement dysfonctionnel. Je trouve ça extrêmement intéressant, les communautés autonomes. Je vous ai déjà par exemple parlé sur la chaîne de TwinOx, entre autres choses, mais notamment de TwinOx, que je trouve être extrêmement intéressant sur le plan de leur redéfinition du travail, sur le fait que notamment ils servent de refuge à tout un tas de personnes qui fuient les agressions, les harcèlements des communautés, notamment les communautés LGBT en fait qui fuient tout simplement pour avoir un refuge et que c'est extrêmement bien pour ça. Mais après le problème que j'ai c'est qu'en fait on est dans un système et que malheureusement ce système, notamment comme le dit Hardin, supporte assez peu les communautés hors système, voire très 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 peu, et va mettre en place tout un tas de dispositifs visant à les faire disparaître, à les bloquer, à les contraindre ou à forcer à fonctionner quand même avec le système. Donc je trouve ça intéressant sur le papier, mais dans ma tête j'avais plus ces communautés autonomes proches du survivalisme notamment. Mais il y en a, en soi, mais le problème c'est qu'elles ont exactement les mêmes contraintes, qui se retrouvent avec les mêmes problématiques, parce que même si tu essayes de t'en détacher complètement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le système t'empêche de le faire en fait, ça te contraint drastiquement. Et c'est en ça que c'est très problématique, c'est que notre système est hautement dysfonctionnel. On repart sur un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'à mon sens, une bonne évolution de société, c'est si on avait plutôt du penser local, concrètement local, le plus autonome possible sur un maximum d'aspects possibles, et que en cas des fonctions et des demandes spécifiques où on ne peut pas être autonome parce que telle communauté qui a tel endroit spécifique, là, à cet endroit-là, va peut-être manquer de tel ou tel élément et ne pourra pas l'avoir parce que dans cette région-là où elle est géographiquement parlant, elle ne peut pas avoir cet élément-là. Elle sera obligée de collaborer avec d'autres structures, avec d'autres groupes. Il faut qu'il puisse y avoir de l'interaction. Moi, ce qui me dérange en fait dans les communautés autonomes à l'heure actuelle, ce ne sont pas les communautés autonomes, c'est le fait qu'on ait le système qui t'oblige à quand même quand tu es une communauté autonome, à toujours interagir de près ou de loin avec le système basique et qui contraint et qui bloque les évolutions possibles de ces communautés autonomes, tout en du coup les ostracisant et faisant que ces communautés ont tendance à se refermer sur elles-mêmes et à s'enclaver sur elles-mêmes. C'est ça qui me dérange en fait plus qu'autre chose, c'est que à la fois on leur donne pas les outils pour réussir, on les empêche de réussir, on les empêche de pouvoir évoluer par elles-mêmes, mais en même temps on les met de côté pour vous dire non mais vous évoluez pas mais vous venez pas nous contaminer ou quoi que ce soit, et du coup il y a vraiment cette espèce de mélange assez malsain, je trouve, assez malsain. C'est très problématique je pense à plein de niveaux pour la forme actuelle. On peut pas être autonome sur l'économie notamment, mais sur le reste globalement je pense que l'on peut. Et ben même pas, parce que même d'un point de vue juridique, tu peux pas retirer un territoire d'un territoire national par exemple. Tu ne peux pas venir dire écoutez, d'un point de vue juridique, on va faire notre truc, ça ne marche pas, tu ne peux pas. Malheureusement ce n'est pas possible. Le système ayant privatisé tous les lopins de terre et étendant son influence juridique partout, il est impossible d'y échapper totalement, sauf d'entrer en sécession avec un état et donc un conflit militaire, et il n'y a pas un petit état comme ça au Mexique. Il y a eu un truc comme ça au Mexique, mais je sais pas si c'est toujours d'actualité. En Amérique du Sud, il y en a eu quelques-uns, des tentatives. En Espagne aussi, vous avez eu les anarches qui avaient pris le pouvoir fut un temps, en tout cas dans certaines régions. Mais ça reste très compliqué parce que effectivement vous vous retrouvez dans une situation où tu peux être autonome si l'État ne le sait pas. Oui, effectivement, ça c'est vrai. Mais le problème c'est que tu te retrouves dans des aspects totalement illégaux sur tout un tas de points et qui te sont extrêmement contraignants. Et c'est ça le problème. Le problème est là. Il me semble qu'il est toujours en vie mais qu'il est toujours en conflit. Ouais, ils se sont pris des retours assez vénères, mais il me semble qu'ils ont un peu galéré quand même de ouf. Alors que pourtant ils ont mis en place des systèmes qui sont ultra intéressants. Ultra intéressants. Mais le problème en fait de effectivement être autonome si l'État ne le sait pas, c'est vrai, c'est vrai. Mais justement le problème c'est que l'État a mis en place et continue de mettre en place tout un tas d'outils justement pour voir ce que tu fais, où tu es, pour te faire rentrer, pour savoir. Et c'est ça qui pose problème à plus d'un niveau. Justement pour quand tu veux créer ce genre de groupe, c'est que c'est très compliqué de se retrouver hors de vue de l'État. C'est très compliqué. Tu peux le faire en soi, c'est sûr, mais ça reste drastiquement compliqué. Et au-delà de ça, tu peux très facilement tomber sur une communauté qui du coup va avoir, d'un point de vue juridique, du coup, les pieds sur un territoire national, qui va être sur un territoire national, sur donc le territoire de l'État,
et donc normalement sur le papier soumis aux lois de l'État. Et si du coup ils font différemment, et ben le problème c'est qu'à partir du moment où l'État va devoir ne serait-ce qu'un élément, ils ont tout pouvoir et légalement toute juridiction pour venir te tacler et venir notamment te mettre drastiquement dans la merde. C'est ça qui fait que les communautés autonomes sont extrêmement difficiles à mettre en place et à faire vivre, c'est parce que c'est très contraint à plein de niveaux. Et encore une fois, pour moi, le problème n'est pas les communautés autonomes, hein. C'est vraiment pas les communautés autonomes, loin de là. C'est qu'à l'heure actuelle, on ne permet pas à ces communautés autonomes de se mettre en place et de pouvoir vivre, de pouvoir vraiment essayer de développer des choses. Et c'est ça qui est gênant, c'est ça qui est très gênant. Je me recentre un petit peu sur le texte quand même, ne m'en voulez point. Les dispositifs... je parle mal. Je vais boire un coup. Et je m'y remets. Les dispositifs, en effet, prennent en charge une partie du travail productif. Dans l'activité humaine restante, automatisent le travail d'organisation. Dans un premier temps, nous serions donc tentés de dire qu'ils imposent aux hommes de faire un travail vidé d'activité. Pour Julie, comme pour tous les travailleurs, il s'agirait d'exécuter la tâche sans sentir, sans élaborer, sans signifier, en renonçant à dire son mot sur ce qu'elle fait au monde matériel, social et subjectif. Mais l'observation montre que l'activité ne disparaît pas, elle change d'objet. Concrètement, avec ce système, on discute plus sur le fond, mais on discute des procédures. Est-ce que cette personne rentre dans les critères d'attribution ou non ? Comment va-t-on faire pour répondre à temps, par exemple ? Mais on ne parle plus de ce qu'on répond, explique Marielle. Elle dit être incitée à centrer son attention sur les procédés, sur les mesures des résultats. Son activité change alors profondément. Elle consiste moins à s'occuper de la personne singulière qui se présente à elle que des dispositifs eux-mêmes. Elle doit cocher les cases comme il faut et au bon rythme. Aussi, l'encadrement du travail par les dispositifs ne supprime pas l'activité, elle la déplace. Plutôt que de faire quelque chose, le travail consiste de plus en plus à concevoir, alimenter, surveiller et réparer les machines qui sont supposées le faire. Marielle revient sur un événement marquant à cet égard. J'avais proposé comme objectif annuel de faire bien mon métier d'assistante sociale. Et puis de ne pas craquer. Ça a été refusé. J'ai demandé une formation sur les questions de logement, refusé également. Les objectifs qui lui ont été finalement assignés, nous dit-elle, sont savoir utiliser le logiciel, se former à mener un entretien d'évaluation. Elle conclut. On fait moins de formation en métier, plus de formation en management. On ne regarde plus le contenu, il n'y a plus que le processus qui compte maintenant. Ainsi, l'attention portée à ce qu'elle fait au monde en travaillant est détournée vers l'entretien des machines managériales qui visent à lui faire faire. Je ne t'en veux point. C'est gentil. Cet encadrement est finalement porteur d'une certaine conception de ce qu'est l'activité humaine, d'une anthropologie. Donc c'est là où on reprend un petit peu ce que je vous disais juste avant en fait, c'est que concrètement on se retrouve avec une tâche qui change. Là où avant on faisait la tâche A, maintenant on va faire la tâche B qui consiste à préparer un processus, une machine, un outil qui va faire la tâche A à notre place. Et du coup on s'éloigne dans le sens où la personne à la base si elle a rejoint ce poste, si elle a fait cette formation initiale, si elle essaie de se former et ainsi de suite, c'est qu'elle est attirée par la tâche A. Elle veut faire la tâche A. Mais parce qu'on a mis en place justement ces procédures, parce qu'on a mis en place ces outils, ces machines de management et de gestion, de quantification, elle ne fait pas cette tâche A. Et finalement, on lui a menti, on va dire. Il y a une forme de mensonge dans le sens où elle ne retrouve pas le travail qu'elle était censée faire, elle ne retrouve pas le travail auquel elle s'est formée. Et ça, c'est quand même un petit peu problématique. Juste un petit peu problématique. L'homo dispositivus. En 2008, IBM, une multinationale de l'informatique et du conseil, lance une vaste campagne de publicité dans la presse française. L'une d'elles montre une chaîne de montage automobile automatisée. Un texte court, écrit en gros et en surimpression, affirme aux citoyens, consommateurs et travailleurs qui la lisent « Parler génère des coûts. Agir construit des voitures ». Ce slogan est suivi de l'explication suivante. IBM aide des constructeurs automobiles à rationaliser leur exploitation, à réduire leurs coûts, à se concentrer sur leur cœur de métier en développant de nouveaux processus de production plus flexibles. Le mot de la fin, écrit en gros, est en cohérence avec le reste. Parlons moins, agissons. Cette entreprise est un acteur majeur de la production des systèmes d'information et de conseil en conduite de changement. Le slogan donne explicitement à entendre que la conception de l'agir humain au travail portée par ce fournisseur de dispositifs.
Cette conception oppose de manière impérative la parole à l'action, c'est-à-dire la symbolisation à l'agir, comme si l'une et l'autre pouvaient se déployer séparément. Nous pouvons nous interroger à partir de ce cas. Quelles sont les conceptions de l'activité humaine déposées dans les dispositifs contemporains qui visent à faire agir? Quelles sont les hypothèses et postulats sur ce qu'est un homme en activité véhiculés par ces dispositifs? Tout d'abord, soulignons un fait majeur. Le mot travail est quasiment absent du vocabulaire des planeurs, comme les discours portés par les dispositifs eux-mêmes. L'activité n'est pas davantage citée ni considérée dans le champ de la gestion en général. Lorino en 89. La mesure de la force de travail est en revanche omniprésente, qu'il s'agisse de son coût, le nombre d'équivalents temps plein, l'absentéisme, le turnover, la masse salariale, etc., que de sa qualité, compétence, motivation, etc., ou encore de sa valeur, rendement, productivité, taux d'occupation de la main-d'œuvre, etc. Ainsi, l'anthropologie contenue dans le management commencerait par évacuer ce qu'elle tente pourtant d'encadrer, le travail et donc l'activité. Le management traite uniquement de concepts, tels que les organisations, les process, les rendements, la productivité, par exemple. Pourtant, les dispositifs ont pour fonction de systématiser, de standardiser les tâches. Un questionnaire d'accueil sur la situation sociale d'un citoyen, un protocole médical ou de maintenance, comme un script langagier ou une méthode du change management, ordonne l'action par rapport à un résultat attendu, selon un modèle qui est linéaire et rationnel. Les gestes, les dialogues sont agencés, standardisés, de sorte qu'ils ne soient plus idéalement qu'une actualisation d'un plan logique. L'activité y est conçue comme une substance que l'on pourrait découper, assembler, fusionner, conformer rationnellement afin d'obtenir plus de performance, dans un environnement qui est considéré comme extérieur et stable. Elle pourrait être ordonnée comme une série d'actions programmées dans le temps et l'espace. Il n'y aurait alors plus qu'à les exécuter séquentiellement pour réaliser un but stable, ce qu'expriment les ordres donnés aux hommes par les machines. Saisissez votre code, remplissez tel champ, insérez votre badge, validez, etc. Dans les dispositifs, l'environnement, la finalité et ceux qui agissent sont donc supposés prévisibles. S'ils varient, c'est dans des scénarios préétablis et limités. En outre, ils ont une ambition universaliste. Les dispositifs sont en effet diffusés dans des organisations aux métiers, taille, histoire, milieux sociaux fort variés. Ainsi, les instructions qu'ils portent ne sont pas indexées à un contexte. Des efforts pour adapter les standards aux organisations singulières, Segrestein, 97, sont alors requis. La seconde caractéristique saillante du dispositif est donc qu'il dissocie le travail de l'organisation de l'activité. Le premier serait le monopole des planeurs, tandis que le second serait vidé de la possibilité de produire des normes et des règles en son cours. Nous savons pourtant que le travail d'organisation est partagé, Dujarrier 2006a, et que sa division sociale est un enjeu majeur des rapports de force entre travailleurs. Ça c'est pas mal intéressant, parce que du coup en premier, ça montre bien que ce qui se passe, c'est que ça vide de sens. Alors même que le sujet de base de ces processus est d'améliorer le travail, ce qui est enlevé dans tous les discours qui sont présentés autour sur pourquoi est-ce qu'il faut les faire, comment est-ce qu'on va les faire, qu'est-ce que ça va permettre de faire, et ainsi de suite, et bien le travail n'apparaît pas. Le travail est mis de côté. Le travail finalement n'existe pas. Et c'est aussi intéressant parce que ça montre, au-delà de ça, aussi qu'il y a une logique, comme elle le dit, de découper les tâches. Finalement, tout est égal. Toute chose par ailleurs, tout est égal. Ce qui est improbable. Vous n'avez pas une situation qui est parfaite, théoriquement, et qui fait qu'on peut appliquer votre processus à toutes les conditions et tout est bon. Il y a plein d'éléments contextuels qui vont venir à un moment donné, tout simplement foutre le sbeul dans votre truc. Et si vous avez qu'un seul plan, un seul plan de ça doit fonctionner comme ça et que ça rentre pas, c'est problématique parce que ça rentre pas. Sauf que vous n'avez pas de possibilité de faire autrement puisqu'on vous a dit vous faites avec ça. Oui mais ça rentre pas. Du coup tu te démerdes. Voilà. Et ça pose du coup un gros problème. Parce que évidemment que ça va poser des frictions, évidemment que ça va poser des situations dans lesquelles il va y avoir de la résistance à ces méthodes, à ces outils qui sont mis en place, et qui découpent la tâche, le travail, comme si c'était quelque chose finalement comme des briques de Lego, vous savez, vous avez une construction, votre travail c'est une construction, vous imaginez que c'est tout un mur qui est fait en Lego, et finalement ils vont process et estimer que votre travail ce n'est que des briques, qu'on peut séparer les briques les unes avec les autres, et vraiment tout bien calculer, et ainsi de suite, et tout rationaliser. Sauf que c'est pas ça.
surtout sur des métiers comme là de conseil à des personnes qui sont en difficulté. Mais bien sûr que c'est pas du tout représentatif, parce que toute personne a un ensemble de caractéristiques qui fait qu'il peut être demandeur d'emploi, qu'il peut être en demande d'aide, et aucune situation va se ressembler. Parce que peut-être que machin il a tel problème de santé, d'accord, qui entraîne telle conséquence, d'accord, mais peut-être que telle autre personne a ce problème-là plus un autre truc, mais peut-être que telle autre personne a que un autre truc, peut-être qu'une autre personne a encore un autre mélange, et ainsi de suite. Et au final, votre process, il vous permet pas de faire rentrer ça dedans. Il vous permet pas de faire rentrer les gens dedans. Et c'est là où vous avez, mais ça j'en ai déjà parlé, c'était la semaine dernière je crois, cette volonté, alors c'est mis, tac tac tac, où est-ce que c'était? Je l'ai plus, là, une ambition universaliste. Vous retombez avec le problème récurrent qui est que, avec cette ambition universaliste, vous gommez les différences, c'est votre volonté, pour que du coup il n'y ait pas de problème contextuel, d'accord, très bien, sauf que vous avez tout qui a des problèmes contextuels en fait, tout dépend du contexte, toujours, systématiquement. Donc en ayant une volonté universaliste de faire un modèle qui est compatible avec tout le monde, vous faites surtout un modèle qui n'est compatible avec personne. C'est con quand même. Et du coup, ça permet pas de représenter les situations dans lesquelles il va être confronté. Vous avez tellement voulu épurer les éléments contextuels qu'au final, votre outil n'est plus adapté à aucune situation. Parce que toute situation sera forcément, en partie, de près ou de loin, touchée par son contexte. Ce qui se passe dans une entreprise A ne va pas être du tout ce qui va se passer dans une entreprise B. Si on reprend le cas spécifique là de l'agence d'aide à l'emploi, de reprise à l'emploi il me semble, qui est étudié, le cas de la personne A ne sera absolument pas le cas de la personne B, qui ne sera absolument pas le cas de la personne C. Peut-être vous allez retrouver certains points communs une fois, mais l'interaction des différents problèmes, des différentes problématiques qu'ils ont ne sera pas la même, et donc la réponse à apporter ne sera pas la même. Si votre process ne prend pas ça en compte, ça pose drastiquement problème. Moi je vais vous prendre un cas qui m'est arrivé, en l'occurrence, que je connais parce que je l'ai vécu. Vous êtes étudiant et vous n'avez pas de revenus. Vous n'avez pas de revenus et vous n'avez pas la possibilité de travailler parce que vos études font que concrètement, vous travaillez, enfin vous êtes sur les routes entre 6h du matin et 21h toute la semaine. Vous n'avez que le samedi et le dimanche où vous avez envie de un peu vous reposer et dormir, parce que sinon votre corps ne suit pas. Vous avez déjà des problèmes de santé, comme une maladie génétique, par exemple, qui s'est déclenchée, mais qui à ce moment-là ne vous permet pas encore d'avoir d'aide, parce que vous êtes étudiant. Eh oui, vous êtes étudiant, donc en fait on considère que vous n'avez pas le droit d'avoir d'aide pour personne qui est en incapacité de travailler. Quel dommage. En plus de ça, vous vous retrouvez avec une situation où votre problème de santé n'est pas reconnu comme invalidant suffisamment pour vous permettre de travailler. Sauf que, en tant qu'étudiant, vous ne pouvez pas faire d'autres emplois que les emplois que vous ne pouvez pas faire à cause de votre santé. Là, vous commencez à avoir une situation qui est un peu pourrie, vous voyez. Vous allez voir, par exemple, une aide sociale, une assistante sociale, qui vous dit très gentiment, une dame très sympathique au demeurant, qu'elle ne peut rien faire pour vous parce que vos parents ont trop de revenus. Donc, vous ne pouvez pas avoir de bourse. Ok. Mais mes parents vivent à l'étranger. Enfin, vivent pas en France métropolitaine, je ne vis pas avec eux, je dois payer tout, que ce soit mon licence, ainsi de suite. Ok. Oui, mais le seul moyen d'avoir là une aide financière, en fait, c'est que vos parents vont rentrer en conflit avec vous et que vous avez un papier qui juridiquement déposé par un tribunal dit que vous êtes en conflit et qu'il ne vous file pas un rond. Ah, quand même problématique parce que j'ai pas forcément ces problèmes-là en fait de conflit avec mes parents. C'est juste qu'ils ne vivent pas en métropole, que du coup ils ont peut-être beaucoup de revenus, mais en métropole ça marche peut-être. Là où ils sont, la vie est beaucoup plus chère, ça marche pas du tout pareil, ils peuvent pas spécialement me donner plus, mais ça c'est mon problème. Vous voyez, vous tombez sur un tas d'éléments contextuels, une sauce particulière, qui fait que mon cas ne rentrait dans aucune des cases. Je ne peux pas avoir de bourse, pour différentes raisons, que j'ai déjà évoquées, ok. Mais je ne peux pas avoir d'aide, parce que même si je suis malheureusement avec une maladie génétique qui m'empêche de faire certaines tâches, je ne suis pas incapable de faire n'importe quel métier. Sauf que manque de bol, je n'ai pas les formations pour faire certains des métiers, c'est en cours, mais du coup en attendant, j'ai pas d'aide. Et en fait, vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez plein de cases dans votre process qui sont à cocher, mais si vous n'avez pas la bonne configuration de cases qui est cochée, vous ne rentrez dans aucune forme d'aide. Et vous vous retrouvez comme moi, en tant qu'étudiant, qui galère de ouf, qui n'en peut plus, qui physiquement a son corps qui part en cacahuète chaque jour un peu plus, et que ça s'empire au cours des 7 années des études supérieures.
mais sans aide financière particulière, avec mes parents qui font ce qu'ils peuvent pour m'envoyer un petit peu d'argent, mais qui ne peuvent pas non plus faire l'impossible, hein. Et vous allez juste dans l'os en fait, vous galérez juste comme un connard, et vous vous retrouvez dans des situations où parfois vous allez privilégier je vais faire un boulot à côté, je vais être en intérim, ok d'accord, mais du coup je vais pas aller en cours, et je vais pas étudier. C'est quand même problématique ça, c'est quand même extrêmement problématique. Là c'est un cas concret que je vous mets en avant, mais vous avez tout un tas d'éléments sur plein de niveaux de process qui sont mis en place dans ces organisations, qui peuvent être tout à fait équivalents, qui peuvent avoir exactement le même genre de logique. Là, on est sur de l'aide à la personne, en l'occurrence sur un public étudiant, donc je suis à un point, encore une fois, très particulier, mais les processus qui sont en place, là en face, ils sont assez équivalents. Là, l'aide sociale que j'avais, la personne qui était là, qui m'avait reçu, elle a fait que cocher en soi un questionnaire. Elle ne fait que cocher des cases dans son logiciel qui dit est-ce que j'ai le droit, oui ou non, à avoir une aide. Mais quand vous êtes dans, par exemple, la reconversion à un emploi, vous avez exactement le même type de process, avec exactement le même type de cases à répondre. Quand vous êtes dans la recherche d'un emploi, quand vous êtes chômeur et que vous allez à Pôle emploi, c'est exactement le même principe. On va vous mettre exactement le même genre de process. Il faut cocher des bonnes cases pour avoir le droit ou pas à certaines aides. Et ça, c'est arrivé à plein de niveaux. Et si on s'éloigne un peu plus et qu'on va sur des emplois, sur des situations où vous avez ce genre de process dans d'autres emplois, comme par exemple, je sais pas moi, on va prendre la vente, admettons, vous pouvez prendre la vente. On commence aussi à avoir tout un tas de dispositifs, d'outils, de process de vente qui sont mis en place. On vous dit, bon bah voilà, quand tu vas faire une vente, il faut que tu dises tel truc, puis tel truc, puis tel truc, et tu dois cocher tes cases. Si tu ne coches pas tes cases, à la fin, ton évaluation, qui te permet notamment d'avoir ou pas des primes, d'être viré ou pas dans le privé, ils vont te dire, ah oui, alors attends, t'as bien mené le process de vente, ok c'est bon, donc ça c'est coché, ça l'est pas, bon bah c'est viré. Mais peut-être que potentiellement, cette case-là, elle n'avait pas de sens à être faite dans le processus de vente. Peut-être que c'était pas pertinent en fait. Ou vous avez plein d'éléments en fait contextuels qui sont complètement niés. Et ça c'est extrêmement problématique dans l'organisation du travail en fait, de tomber justement sur ce genre d'outils qui sont, on va dire des outils types, sans particularité, qui sont faits pour répondre à un maximum de situations, sauf qu'au final ils ne répondent à aucune situation. C'est quand même drastiquement problématique. Tac, je peux supprimer ça. Vous ne parlez plus, est-ce que je vous ai tué? J'en étais où? J'en étais là. Cet accaparement théorique du travail d'organisation rencontre en effet de nombreux démentis empiriques. Les dispositifs ne prévoient que les gestes et les paroles contribuant à une finalité qui sont préétablies pour un destinataire précis et unique, alors que les situations concrètes doivent en fait articuler divers mondes. De plus, les dispositifs posent la finalité comme immuable. Les moyens sont logiquement agencés de manière définitive pour l'atteindre. Pourtant, l'activité relève plutôt d'une dialectique des fins, des moyens. Ils évoluent ensemble. En outre, l'inutile, l'improductif, parler, rire, hésiter, essayer, etc., le flou, l'illogique, le non-rationnel n'ont pas de place autorisée ou organisée dans les dispositifs. L'imprévu, l'accident, le grain de sable, le hasard, le raisonnement par association d'idées sont également hors du plan. Dans cette représentation, l'erreur est d'ailleurs considérée comme une sortie de route et non comme un moment normal de l'activité. La récupération des micro-incidents n'est pas envisagée, alors que l'on connaît pourtant son Oh, je vais y arriver. Je me reprends. Inéluctabilité dans l'action. Reason en 93. L'erreur est plutôt conçue comme un problème qu'il faut empêcher de surgir. De plus, chaque dispositif est centré sur une tâche finalisée. La possibilité qu'un travailleur soit pris dans plusieurs d'entre elles simultanément de manière concurrente et concordante n'est pas toujours prévue dans le plan. Enfin, un travailleur doit composer avec des dispositifs conçus séparément par des spécialistes RH, qualité, informatique, contrôle de gestion, communication, marketing, etc. Le cumul de leurs plans aboutit généralement à une prescription idéale, du Jarrier en 2012, c'est-à-dire irréalisable. Ça, c'est vrai que c'est un élément qui n'est pas forcément pris en compte et que j'ai pas forcément mis en avant. C'est que ces différents outils qui vont du coup prescrire, donc définir le cadre dans lequel vous êtes censé travailler et faire votre tâche, ils ne sont pas faits par la même personne, ils ne sont pas faits par la même partie de la direction. Vous pouvez avoir différents outils qui vont coexister, faits par différentes personnes, sauf qu'ils n'étaient pas spécialement, forcément, au moment où ils ont été conçus, comme devant interagir avec tous ces autres outils. Peut-être un, peut-être deux, peut-être trois, mais pas forcément avec tous en même temps. Et c'est là où du coup ça complique d'autant la tâche. Parce que du coup ton outil qui était prévu pour être utilisé est fait et rempli par une seule personne. Au final, la personne, elle fait ça, mais elle va peut-être faire autre chose. Et puis peut-être que tu as une autre personne qui va jouer aussi sur cet outil-là, parce que en fait,
ça se goupille bien à ce moment-là. Et vous avez plein d'éléments comme ça qui sont pas pris en compte. Le fait que le travailleur ou la travailleuse va potentiellement cumuler les outils qu'elle va devoir utiliser en même temps, que la travailleuse va devoir utiliser en même temps, que la personne va devoir utiliser en même temps, alors que c'est pas forcément du tout prévu à la base. Et ça, c'est extrêmement gênant aussi, parce qu'encore une fois, ça rajoute de la lourdeur, d'une part, et ça rajoute des erreurs. Et là, on tombe sur le deuxième élément qui a été développé. Tout ce qui est de type erreur est en dehors de la logique de construction de ces outils-là. Alors qu'on le sait, rationnellement, on le montre, parce que, encore une fois, l'humanité est là depuis quand même un petit moment, on a eu le temps d'étudier les comportements humains et les tâches, l'activité au travail des humains. L'erreur est forcée. L'humain n'est pas infaillible. Il y aura forcément des erreurs qui peuvent être plus ou moins graves, ok, mais il y aura toujours des erreurs. Or, ce genre de processus ne prend pas en compte cette réalité-là. Il nie l'erreur. L'erreur n'est pas à avoir lieu. L'erreur ne doit pas exister. Alors, je veux bien qu'il faille réduire les erreurs, c'est une chose, mais ne pas prendre en compte les erreurs, c'est un autre problème, parce qu'il y aura toujours des erreurs. C'est forcé, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas avoir une tâche de travail dans laquelle vous n'avez pas d'erreur, ça n'a pas de sens. C'est absurde. Or, là, c'est pas pris en compte. Et au-delà de ça, vous avez tout un tas de tâches, notamment les tâches, on va dire, de construction, de réflexion, mais pas que, où vous allez avoir une importance assez conséquente aux processus qui vont être dits de connexion d'idées, de pensée un peu plus libre, qui peut être fait par hasard, hein. Vous allez avoir des éléments connexes dans votre psyché qui vont se rencontrer et qui vont vous permettre d'avoir une idée plus fonctionnelle, plus adaptée pour le travail. Là, pareil, ça c'est évacué. Il ne faut pas de l'originalité dans la réalisation de la tâche. Il ne faut pas faire preuve d'originalité, parce que ce n'est pas prévu par le processus, parce que le processus l'empêchera. Or, pourtant, ça peut faire partie des choses qui peuvent être extrêmement pertinentes et amener une bien plus grande rapidité de la réalisation de la tâche et une bien plus grande performance. Or là, c'est totalement évacué et ça permet pas du coup de faire une évolution. Par exemple de l'outil, ça pourrait être pertinent pourtant, mais ça peut totalement le bloquer, parce que peut-être que ton processus, il était peut-être très intéressant et très logique à telle époque, mais peut-être que en fait, tu te rends compte plus tard que par une association d'idées quelconque, en fait, ça aurait été plus pertinent de faire plutôt cette direction-là. Mais ton processus ne part pas du tout dans cette direction-là. Et comme du coup tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas la développer, tu ne peux pas l'améliorer, donc du coup ton outil va continuer à travailler dans le même sens, à te pousser à travailler dans le même sens et à complètement négliger cette potentielle amélioration. Et ça, c'est vrai que ça peut être aussi assez problématique, notamment sur le long terme, parce que tout simplement ça bride l'innovation, hein, ça, aussi simplement que ça. Les dispositifs sont également porteurs d'une théorie implicite du sujet du travail. Sauf exception, les plans ne composent pas avec la variété des individus, ni avec celle de leur santé. Les dispositifs prévoient un sujet standard dont le corps, l'âge, l'histoire, la socialisation ou les sensations ne comptent pas au moment de planifier l'activité. Le corps est considéré comme étant constant et normal. Les maladies sont citées sans être nommées ainsi. Elles sont évoquées pour leurs effets mesurés, leur coût, l'absentéisme qui en résulte, sous forme de ratio ou de taux. Ensuite, dans la grande majorité des dispositifs, les sujets sont supposés être essentiellement mus par des incitations extrinsèques, l'argent, la reconnaissance sociale. L'intérêt pour ce qu'ils font n'apparaît pas comme un élément important dans ce dispositif. Logiquement, le sens du travail est alors généralement envisagé comme ce que la direction donne, plus que comme ce qui se fabrique dans l'activité. Les émotions humaines sont également absentes du travail d'organisation contenu dans ces dispositifs. Elles sont en revanche convoquées dans les prescriptions faites aux travailleurs dans les métiers relationnels. Il leur est ainsi fréquemment demandé de les afficher, quitte à les simuler, Hochschild en 83. Les injonctions du type souriez, dites merci, BAP, côtoient alors une indifférence absolue aux émotions ressenties par les sujets dans le déroulement de leur activité. Dans les dispositifs, la compétence est conçue comme une substance que l'on pourrait transmettre à l'occasion des formations, portant sur les règles, les processus prescrits. Selon cette représentation, les individus auraient des compétences individuelles transposables, rangées dans les portefeuilles, capitalisées. Elles sont envisagées comme des choses détachables, plus que comme des habiletés incorporées. Ça aussi, c'est vrai que ça, j'ai pas encore mis du tout en avant ça, mais vous avez également l'aspect de l'émotion, qui est l'affect, qui est complètement mis de côté. Forcément, en tant qu'individu, vous ressentez des affects au sein de votre activité, pour différentes raisons. Ça peut être dû à ce que vous faites dans votre travail, là tout de suite, maintenant, bien sûr, qui va avoir un impact concret, qui fait que votre émotion va être de telle ou telle manière, soit.
Mais vous pouvez également avoir des émotions qui sont dues au fait que ce matin vous êtes levé du mauvais pied. Tout à l'heure, votre collègue vous a mal parlé. La personne qui est en face de vous parle de choses qui sont extrêmement dures. Plein d'éléments contextuels qui vont venir faire que, pour des raisons X ou Y, vous pouvez être dans un état émotionnel extrêmement différent et varié. Pour autant, ces processus vont vous dire ton émotion, tu te la mets où je la pense, là tu affiches un sourire. Là maintenant, écoute, tu es vendeur ou vendeuse à la caisse de ton petit supermarché, mais tu souris, tu dois montrer un sourire. Ton émotion, ce que tu ressens, on s'en fout. Que le client était insulté, qu'il était que potentiellement, je sais pas moi, un peu harcelé, ou carrément harcelé hein, d'ailleurs, qu'il ait eu des comportements totalement dépassés, enfin ce que tu veux quoi, bref, tout ça on va le nier, on va dire non non, tu fais sourire là, allez hop hop hop, petit sourire. Et ça aussi ça fait une dissonance cognitive qui n'est pas très agréable, parce que du coup tu as un travailleur à qui on prescrit d'afficher telle ou telle émotion, alors qu'il ne le ressent pas forcément, ce qui est du coup pas très agréable. Et au-delà de ça, ça met en plus vraiment cette vision que l'humain finalement c'est une machine, il est remplaçable, c'est une ressource, on s'en fout un petit peu. L'humain il est censé avoir un catalogue d'émotions et puis il les affiche sur demande, tel un gentil petit mécanisme, t'appuies sur le bon bouton et puis c'est bon, t'affiches un grand sourire, t'es heureux. Ce qui est quand même discutable, ce qui a un côté impersonnalisant, qui est extrêmement mauvais et délétère pour un humain en fait. Je continue la lecture. Enfin, les dispositifs planifient généralement des tâches pour un individu isolé, puis leur coordination par l'organisation. Les interactions que la prescription ordonne sont directement productives. Ce sont des relations prescrites entre employés et clients, entre ouvriers et contremaîtres, entre chefs d'équipe et direction. En revanche, la coopération n'y est pas prévue, quand bien même des dispositifs d'enrôlement prônent parallèlement une prescription individualisée, une attitude faite d'esprit d'équipe, de team building. De la même manière, la confiance, l'histoire, la compétence collective, l'entraide, la communication informelle, l'échange sur le travail réel, la convivialité ou l'éthique ne sont généralement pas envisagés comme des paramètres décisifs de l'activité dans ces dispositifs. Ils contiennent ainsi une certaine conception de ce que sont l'activité et le sujet. Or, celle-ci diffère de ce que l'on sait scientifiquement sur le travail réel et que chacun, planeur y compris, est capable de dire à partir de sa propre expérience. Le sujet de ces dispositifs, cet Homo dispositivus, cousin de l'Homo economicus, n'existe pas. Ainsi peut-on dire que l'anthropologie contenue dans ces dispositifs est profondément irrationnelle. Pourtant, cette conception, fût-elle erronée, a des effets sur les représentations. Héros en 2013, Favereau en 86. Les dispositifs sont porteurs de significations, de normes, de catégories de pensée qui s'imposent à ceux qui les utilisent. L'anthropologie de l'agir, contenu dans les dispositifs, est un modèle de symbole culturel, un producteur de normes, par lequel les individus et les organisations donnent du sens à leur activité quotidienne. Ils organisent le temps, l'espace, structurent l'expérience. Ils contiennent une certaine vision du monde, du sujet, du travail. Une fois admis, il peut paraître banal, voire naturel. Le choix politique qu'ils contiennent, et dont les acteurs sociaux qu'ils servent, peuvent alors être oubliés. Desrosières et Thévenot en 2002. Cette conception de l'activité est donc à certains égards performative. Ces instruments orientés vers la construction de la réalité, Bolsanki en 2009, page 13, ont des incidences sur notre manière de sentir, de penser, d'agir. Cette anthropologie peut être fautive, fait l'objet de multiples critiques et de résistances sociales. Comment les travailleurs répondent-ils concrètement à cet encadrement maladroit, compte tenu de ce rapport social sans relation? Quelle forme sociale prennent les ripostes des sujets qui n'acceptent pas de devenir des homo dispositivus? Raison de coopérer, manière de résister. D'ailleurs, là-dessus, donc là on commence à évoquer des choses qui peuvent être assez intéressantes, qui sont notamment les moyens donc de résister, hein. C'est littéralement le titre de la prochaine sous-partie. Un prochain live qui va venir, ça va être le live de lecture sur le En toute puissance, qui a été écrit par Vicis Axo, qui est donc une des personnes que j'apprécie particulièrement le travail, qui notamment tient le blog Le Hacking Social, ou qui participe à la chaîne Horizon Gull,
qui traite en fait tout simplement d'éléments de sciences sociales, de psychologie sociale notamment, et qui met en place tout un tas de vulgarisation sur ces sujets-là, qui mettent en place des recommandations, des outils à disposition pour essayer de mieux prendre possession de ce qu'on fait. Je connais Horizon Gull, franchement c'est de la qualité, hein. Donc en même temps n'hésitez pas à aller mettre un petit abonnement à leur chaîne, parce qu'elle est cool, elle est très très cool, et n'hésitez pas à aller voir le Hacking Social, leur blog, qui est vraiment de bonne qualité, très très bonne qualité. D'ailleurs avant comment ça s'appelle, de vous blablater de ce livre-là. Donc nous on va finir le management désincarné d'abord, mais c'est le prochain livre qu'on va faire en toute puissance. Je lui ai demandé si elle m'autorisait à faire la lecture de son livre, parce que quand même c'est la moindre des choses. Quand tu lis un bouquin de quelqu'un, c'est quand même bien, si tu as facilement accès à la personne, la demande qui tombe d'abord, c'est quand même mieux. Même si moi je me fais pas de rond dessus particulièrement, hein, parce que je ne vends pas de produits ou je ne sais quoi. La diffusion est gratos, hein, donc que vous regardiez sur Twitch ou que vous regardiez sur YouTube, le contenu est toujours accessible, sans pub, sans d'obligation de faire de dons ou quoi que ce soit, hein, et ça le restera, c'est le but, hein, de donner de l'information accessible à tout le monde. Mais néanmoins, c'est important de poser la question aux gens, c'est quand même mieux. Si vous avez l'occasion, vous aussi, si vous faites ce genre de choses, n'hésitez pas, hein, à envoyer un petit mail à la personne. C'est bien pour demander si vous pouvez, c'est toujours plus sympathique. Mais du coup, on aura vraiment une série de lives qui sera très clairement sur les moyens de résister, sur les raisons de coopérer et de résister à ces processus-là, parce que en toute puissance, ça parle notamment de ça et de la résistance sur le lieu de travail, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et c'est plutôt intéressant. Voilà, c'était une petite aparté, je continue le texte. Raison de coopérer et donc manière de résister. Pour comprendre la dialectique entre dispositif et activité, commençons par nous étonner de ce que cette anthropologie blessante fait régulièrement l'objet d'une forme d'acceptation et même de coopération. Les travailleurs analysent qu'il existe 3 principales raisons de coopérer à l'introduction de cet encadrement à distance. Tout d'abord, les dispositifs de procédé leur promettent, par un allègement de leur charge de travail et une automatisation des tâches ennuyeuses, un accroissement de l'intérêt, de la qualité, de l'efficacité de leur travail. Le management par les chiffres, lui, est souvent accueilli favorablement par les travailleurs, pour la promesse de reconnaissance qu'ils portent. On va enfin voir ce que l'on fait. Ils vont constater le boulot qu'on abat. Et certains ajoutent également, on va enfin pouvoir pointer du doigt ceux qui ne font rien. L'acceptation vient ensuite de ce que les dispositifs surgissent dans l'activité quotidienne de manière dispersée, à la fois dans l'espace et dans le temps. Le fatras de dispositifs qui s'empile est finalement assez informe, ou plutôt il est multiforme, ce qui ne favorise pas l'organisation d'un mouvement collectif unifié qui s'y opposerait. Enfin, les travailleurs observent que ces projets sont régulièrement introduits et menés sur fond d'urgence. Il manque alors de temps pour apprendre, comprendre, penser collectivement leur justesse, comme pour éventuellement construire des actions collectives, avant qu'ils ne leur soient imposées. Là d'ailleurs, ça me fait écho avec ce que Balkeo disait tout à l'heure. Je sais pas si Balkeo est toujours là dans le fond. Quand tout à l'heure tu parlais du fait de notamment qu'est-ce que tu penses de la mise en place de pointeuses, c'est typiquement le sujet. Tu vas avoir un processus où on va te mettre ça en avant en te disant mais ça va vous permettre de quantifier votre travail, ça va vous permettre de savoir ce que vous faites, ça va vous permettre de prouver ce que vous faites, alors qu'en fait on se constate que non. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'au contraire, ça fait un dispositif de contrôle, d'observation des travailleurs, de ce qu'ils font. Ça va être des processus qui vont être extrêmement durs, assez régulièrement, en tout cas une majorité des cas, de flicage. Et c'est ça qui est assez étonnant. C'est que c'est, enfin assez étonnant, oui et non. C'est que c'est vraiment le processus d'enrôlement qui a déjà été évoqué tout à l'heure, en fait. Enfin tout à l'heure, il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, les lives de la semaine dernière, où justement on va avoir un processus d'enrôlement, donc on va vendre ce produit, ce processus en disant regardez, c'est pour votre bien, ça va vous permettre de quantifier votre travail, ça va vous permettre ceci, cela, comme quoi ça va aider à avoir un travail, une charge de travail plus intéressante, mieux répartie, ça va permettre de mieux définir le cadre de ce qu'on fait, ça va permettre de mieux quantifier et donc mieux valoriser le travail qui est réalisé et ainsi de suite. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que notamment on a plusieurs outils qui vont se télescoper, qui du coup vont entrer un peu en conflit, qui vont prendre du temps, parce qu'on va passer plus de temps à quantifier plutôt qu'à réaliser. Or du coup on va moins réaliser, comme on va moins réaliser c'est moins efficace, c'est moins pertinent, et ainsi de suite. Enfin bref, tout un tas de mécanismes comme ça qui peuvent être hautement discutables, et le genre d'éléments comme la pointeuse, ça en fait partie. Ça en fait typiquement partie. Une fois en place,
L'acceptation vient évidemment de ce que les dispositifs sont devenus indispensables pour travailler, d'une part, et de ce que les travailleurs sont sanctionnés s'ils ne les utilisent pas, d'autre part. Le rapport de force est épuisant, racontent ceux qui ont tenté de contester un dispositif. On a bien vu. Dans une équipe, il y a des collègues qui n'ont pas remonté les chiffres. Ils ont été convoqués pour un entretien disciplinaire, et ils avaient peur. Puis c'est une charge de travail en plus, car il faut sans cesse réfléchir à la manière de justifier ce qu'on ne fait pas. Finalement, ça isole beaucoup. C'est très dur, commente Marielle. Notons que le boycott du reporting ne fonctionne qu'à condition que tous ceux qui sont mis en concurrence par le classement chiffré, sans exception, le pratiquent de concert. Des expériences de résistance collective existent. Les travailleurs qui l'ont organisée témoignent qu'elles butent vite sur la peur d'être le seul ou le dernier à refuser de jouer le jeu, et donc de tout perdre. Refuser d'utiliser des dispositifs est sanctionné. Dans les entreprises, les contrats de travail précaires ne sont généralement pas renouvelés, à condition seulement de se plier au dispositif. Dans le service public, le passage au niveau cadre est conditionné par cette acceptation. La menace plane de fermer les services qui ne saisissent pas le volume et la valeur des actes réalisés. Certains directeurs préviennent les titulaires de la fonction publique que ne pas se plier à ces dispositifs peut être considéré comme un refus de tâche, passible de sanctions. Plus généralement, contester les dispositifs de finalité, les procédés ou les enrôlements est interprété comme un manque de loyauté, que ce soit à l'égard des collègues, de l'institution ou du cadre de proximité. Alors, la sanction se fait aussi morale et culpabilisatrice. En conséquence, la critique sociale en ces années 2010 n'est pas bruyante, quoique remarquablement étendue. Elle est caractérisée par un sentiment d'impuissance. Les résistances dans ce contexte difficile sont pourtant multiples. Julie souligne tout d'abord le risque que surgit concernant la définition des frontières professionnelles dans ce contexte. Pour cocher des critères, n'importe qui peut le faire. Il parle de donner ce travail là au secrétaire. Bon, mais quand on reçoit une personne en difficulté, il y a toujours des demandes cachées derrière celle qui est exprimée. Il faut être à l'écoute pour cela. C'est ça notre métier. Mais on nous dit de cocher. C'est la disparition de notre métier. On devient interchangeable. Dominique abonde. Maintenant, ce qui compte, c'est ce qui se voit. Il faut rendre des comptes sans cesse. On est infantilisé. Ils ne nous font pas confiance. Il faut se justifier en permanence de ce que tu n'as pas pu faire à des gens qui ne connaissent rien au métier. Ces professionnels analysent finalement que ce type d'encadrement du travail risque de détruire leur métier. 3 faits étayent cette hypothèse d'après elle. Tout d'abord, l'intitulé assistante sociale est progressivement remplacé par d'autres appellations qui ne répondent à aucune profession constituée et qui tendent à les fusionner avec d'autres. Assistante sociale d'accueil ou d'accompagnement, intervenante sociale et évaluatrice, par exemple. Ensuite, les dispositifs imposent des normes, des orientations, des manières de faire qui s'écartent sensiblement de celles du métier. Enfin, les méthodes, les rythmes, les critères d'évaluation réduisent considérablement leur autonomie. La machine de gestion provoque en effet une déqualification relative, une interchangeabilité nouvelle, Guérin en 83. Les enquêtes réalisées sur l'encadrement par les dispositifs, et le NMP en particulier, montrent que les professions sont mises à l'épreuve. Ces nouvelles méthodes diminuent le contrôle par les pairs au profit d'un contrôle hiérarchique. Elles peuvent réduire l'autonomie des professionnels, c'est-à-dire la capacité pour des travailleurs à produire des normes de métier. Évidemment, cette attaque de la gestion sur les professions n'est pas homogène et n'est pas le seul facteur de la transformation. La réponse que celles-ci peuvent lui opposer dépend également de leur constitution, plus ou moins fermée, plus ou moins organisée. Pourtant, si l'on peut nuancer ce dualisme entre gestion et profession selon les métiers, Bézès et Demazière en 2011, la tension est quotidienne. Elle se joue sur le terrain de la normalisation, c'est-à-dire sur la manière de répondre au jour le jour et jusque dans les détails aux 3 questions suivantes. Que doit-on faire ? Comment le faire ? Et pourquoi le faire ? C'est donc sur le travail d'organisation que se joue la tension entre profession et management. Le second tente d'imposer les finalités, procédés, significations au moyen d'approches rationalisantes, universelles, standardisées. Ainsi, nous assistons à des mouvements collectifs visant à défendre les professions. Ils prennent la forme de pétitions, de grèves, de manifestations contre tout ou partie de ce mode d'encadrement, essentiellement dans la fonction publique. En France, depuis les années 2000, ils ont concerné notoirement les secteurs hospitaliers, psychiatriques, universitaires, de la justice, Vigour en 2008, et également du travail social pour la défense de leur autonomie.
Ces mouvements ont permis de freiner l'avancée du NMP et parfois de l'amender. Certaines initiatives professionnelles ont pu trouver un appui syndical. Les syndicats prennent progressivement position contre ce mode d'encadrement du travail, compte tenu de l'intensité de la critique sociale. Mais les opérationnels reprochent régulièrement aux syndicalistes permanents d'être éloignés des situations concrètes, de ne pas s'intéresser assez à leur activité, à son encadrement quotidien. Au fond, et même s'ils n'ont évidemment pas les mêmes mandats politiques, ils sont eux aussi perçus régulièrement comme des planeurs. Des gens éloignés du travail réel, qui négocient des dispositifs abstraits dans des salles de réunion. Un reproche qui est récurrent, qui leur est fait, est de ne pas assez reconnaître le travail et le métier, de ne pas répondre collectivement aux menaces qui pèsent sur eux. Pourtant, les actions locales sont régulièrement organisées, initiées par des syndicalistes, alors proches du métier, ou par des travailleurs qui s'embarquent du syndicat comme d'un outil d'action. Ici, on tente le boycott d'un système d'information. Là, un arrêt collectif du travail d'1 heure est organisé pour alerter la direction sur les effets pervers du management par les objectifs. D'ailleurs, ailleurs, une pétition est organisée nationalement contre le fichage et le flicage des citoyens qu'opèrent les dispositifs, etc. Les heures syndicales dédiées à la formation des salariés sont parfois mobilisées pour organiser ces ripostes. Enfin, l'institution syndicale est utilisée pour signer des accords, mandater des experts, saisir des instances juridiques. Le recours au droit est en effet utilisé comme un moyen de contrer le management par les dispositifs. Il s'agit de mettre en cause sa légalité. Les instances représentatives des salariés, tout particulièrement les CHSCT, bataillent au jour le jour pour faire en sorte que les employeurs se conforment à leur obligation d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Aujourd'hui, c'est plus les CHSCT, c'est les CSE, les conseils social et éthique, un truc comme ça. C'est quoi CSE déjà l'acronyme? Comité social et économique, pardon. Comité social et économique. Qui a remplacé les CHSCT typiquement, les élus internes, les représentants en fait, ah merde, j'ai plus le terme. J'ai DP en tête, c'est pour les quoi? Bref, en gros, c'est les représentants en entreprise, quoi, et les comités d'entreprise qui ont été fusionnés en un seul organisme depuis quelques temps déjà, et du coup qui sont devenus les CSE. Petit point juste de mise à jour du texte, hein, je me permets. Cette forme de résistance par le recours à la loi est productrice de jurisprudence, alors disponible pour l'ensemble des travailleurs. Nous avons déjà signalé le cas très important du benchmarking dans un établissement bancaire jugé illégal par le tribunal de grande instance de Lyon. Un jugement qui a également été porté sur les pratiques des quotas. Celle-ci oblige les managers de proximité à noter les salariés sur une courbe de Gauss, c'est-à-dire à remplir un quota fixe de très bons et de très mauvais. Cette pratique a été jugée potentiellement discriminante en 2002 avec le cas d'IBM, puis en 2011 avec celui d'Airbus. Ce forced ranking a été déclaré licite, mais à 3 conditions importantes. 1. L'employeur doit rendre des quotas indicatifs. Le classement doit s'appuyer sur des critères objectifs de compétences. Enfin, il faut que ce classement puisse être révisé. Ce jugement vient donc limiter la pratique qui consiste à quantifier et hiérarchiser les travailleurs entre eux pour rationaliser les décisions. Un troisième cas d'exemplaire d'action judiciaire a été initié par des travailleurs sociaux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le CNAMTS. Ils ont saisi la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à propos de l'archivage et de l'usage des données personnelles, et elle a rendu l'avis suivante. La CNIL n'a pas autorisé la mise en œuvre d'un dispositif de pilotage de l'activité des personnels parce qu'il reposait sur la définition d'objectifs chiffrés d'accompagnement social et sur l'enregistrement de données non pertinentes sur les difficultés sociales des usagers. Elle a refusé, en l'état du dispositif qui lui était présenté, que le système d'information soit utilisé pour produire des indicateurs d'activité par assistance sociale et par service. Mise en compétition des travailleurs, pratique de notation forcée ou encore traçage électronique ont ainsi fait l'objet d'un jugement juridique. Certains dispositifs peuvent donc être mis hors la loi, partout ou partie. Et coucou Lucario, j'espère que tu vas bien, on est en pleine lecture de sciences sociales sur le management désincarné par Dujarrier. D'ailleurs on va pas trop tarder à arrêter la VOD par ici. Je continue encore un petit peu, mais la VOD approche de sa fin parce que ça va faire déjà un peu plus d'1 heure. Ensuite, d'autres travailleurs prennent au mot la quête de performance économique et résistent en rendant visible la baisse de productivité qu'induit cette forme d'encadrement du travail. Par exemple,
les salariés d'une agence commerciale ont décidé de fermer 2 jours par mois pour saisir les chiffres de l'activité et satisfaire aux exigences du reporting. Ils espèrent ainsi attirer l'attention des dirigeants du siège sur le coût direct de la tâche demandée. Une autre action classique consiste à saboter le dispositif. Il peut s'agir de pratiques discrètes, telles que saisir des informations fausses, absurdes, contradictoires. Comme nous l'avons vu, la réponse la plus répandue, et même connue des dirigeants, consiste à arranger les chiffres. Mais le sabotage peut également consister à une attaque directe des machines, reprenant ici une vieille technique ouvrière de résistance, le ludisme. S'attaquer aux machines managériales en implantant des virus dans les logiciels, dans les progiciels, hacker les systèmes d'information pour démontrer leur inutilité et dénoncer le traçage, débrancher les ordinateurs, agencer un espace de travail, guichet ou file d'attente par exemple, sans l'accord des concepteurs, reprendre un slogan managérial et publicitaire pour le tourner en dérision, abîmer les produits pour qu'ils deviennent invendables, changer les prix, outrepasser les procédures de contrôle, s'allier avec les contremaîtres et vigiles pour assouplir le contrôle, etc. La liste de trouvailles de ce type est aussi longue que la diversité des situations locales. Mais ces différentes formes de résistance restent délicates à activer pour les travailleurs. Ils expliquent en effet qu'il est fatigant, stressant, parfois usant d'avoir à faire tout cela pour pouvoir, paradoxalement, bien travailler. Parallèlement à ces actions collectives organisées, se forment des résistances dans les recoins de l'activité quotidienne. La plus discrète, et pourtant la plus critique, est une posture de retrait. La résistance à la mise en place de dispositifs se redéploie le plus souvent sans bruit, sous forme d'inertie. Elle évoque le roman de Herman Melville, Bartleby le scribe. Aux ordres donnés par son chef, cet employé de bureau oppose régulièrement la réponse suivante. I would prefer not to. Il ne dit pas non, il dit tranquillement qu'il ne préférerait ne pas. Il fait le moins possible de ce qui lui est ordonné, sans bruit, sans revendication. C'est également la ligne qu'adoptent de nombreux travailleurs aujourd'hui. Ça va, je dois faire une lettre de motivation pour travailler à Casino, et c'est chiant. Bah n'hésite pas à demander des conseils sur le Guilded, t'as toujours des gens qui sont prêts à aider pour faire des lettres de motive. Donc n'hésite pas, s'il y a des gens qui peuvent aider, ils le feront avec un grand plaisir, je pense. Comme ça a déjà été le cas. Je sais plus qui c'est qu'on avait filé un coup de main. On avait filé un coup de main à San, de souvenir. Je sais que Lagoupil avait aidé San, mais je crois qu'il y en a eu d'autres qui ont eu lieu aussi. Hein. Il y a d'autres gens qui avaient aidé d'autres gens qui étaient en recherche justement de retour sur des CV. Moi je sais que j'ai essayé d'aider 2-3 personnes, ça m'est arrivé. Donc faut pas hésiter, hein, profitez, le Guilded est là pour ça, hein. Encore une fois c'est un espace d'échange communautaire, ça vous permet de prendre un peu la pleine mesure les uns des autres. J'ai déjà de bons arguments, on n'en doute pas. Alors, des opérationnels expérimentés et sûrs de leurs compétences techniques disent ne plus prendre au sérieux des projets lancés par les planeurs. Moi, j'ai vu passer tellement de réformes que, maintenant, je fais comme les vaches devant les trains. J'en regarde passer une de droite à gauche, et puis j'attends un peu, et je la vois passer dans l'autre sens, et ainsi de suite. Je dis à mes équipes de continuer à travailler, et à laisser passer les trains, témoigne un directeur opérationnel de maintenance. Constatant que les nouveaux dispositifs, comme les hommes qui les promeuvent, se succèdent à grand rythme, il compte sur l'extinction prévisible. Inutile de s'affoler, il suffit d'attendre que ça leur passe, ou qu'ils passent à autre chose, encore nouveau. Commente ce responsable d'équipe pédagogique dans l'enseignement supérieur. Les cadres de proximité opposent ainsi régulièrement la passivité face aux réformes. Farrell et Maurice en 2003. Ils préfèrent ne pas. J'ai 4 minutes à pied, je suis sans femme et sans enfant, et je travaille à 5h du mat, que ça me fait pas peur. C'est beau. Bons arguments, effectivement. Alors là-dessus, il y a un truc qui me fait vachement penser à ça. Je connais quelqu'un, alors je vous dirai pas qui, hein, évidemment, parce que il faut respecter un minimum d'anonymat, mais je connais quelqu'un qui est enseignante, en fait, enseignante d'histoire-géographie, en l'occurrence, et qui travaille dans les collèges et lycées, et ce qui me tue, en fait, c'est que sa classe a parmi les meilleurs résultats. Sa classe, dans son lycée, dans son collège et dans son lycée, ses classes ont toujours parmi les meilleurs résultats au niveau des examens, et notamment au niveau du bac et au niveau du brevet. Et ce qui est rigolo, c'est que sciemment, cette personne va dire à tous les enquêteurs qui viennent, parce que vous avez
des enquêteurs nationaux qui viennent de temps en temps pour vous dire bon bah attendez, il faut faire ça, les inspecteurs justement qui viennent pour vous dire bah le nouveau truc à faire en cours c'est ça, le nouveau programme c'est comme ça, patati patata. Elle leur dit systématiquement j'en ai rien à péter, je m'en fous, je vais faire ce que je fais toujours. Vous de toute façon, vous me faites ça là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après bah ça sera un autre cirque pour autre chose, donc moi j'en ai rien à péter, je fais ma sauce. Vous voulez dire un truc? Allez-y, par contre j'ai toujours les meilleurs résultats. Et du coup c'est justement une forme de passivité, c'est qu'elle leur dit littéralement à chaque fois à tous les enquêteurs, et en plus a priori pendant quelques années tu as quand même globalement les mêmes enquêteurs qui viennent, donc ils te connaissent hein, au bout d'un moment, ils savent que ils arrivent dans ta classe pour bah, mener l'enquête et voir si effectivement tu respectes bien le nouveau programme, et elle leur dit je m'en branle, je m'en fous, j'en ai rien à péter, ouais vas-y fais ton évaluation hein. De toute façon si tu prends tes chiffres j'ai toujours les meilleurs résultats. Et puis de toute façon dans 2-3 ans ton projet là, ta manière de faire le programme, bah c'est plus la même. Donc vas-y, parle, discute. Hein. Et elle me fait mourir de rire quand elle me dit ça, parce que bah ouais, le truc c'est exactement ce comportement de tu vois le train qui passe, puis tu vois le train passer dans l'autre sens quoi. On lui dit bah maintenant le programme il faut le faire comme ça, il faut faire ça comme ça et tout ça, et puis elle fait ouais bien sûr ouais. Puis elle fait sa sauce, hein, en n'ayant rien à péter de la nouvelle manière de faire, et de toute façon 2-3 ans après, bah il faut de nouveau faire une nouvelle manière de faire qui n'est toujours que pour 2-3 ans, parce que ça va rechanger derrière et tout, et du coup bah elle s'en fout, elle s'en fout. Et dans tous les cas, comme elle a la chance d'avoir une méthode pédagogique apparemment plutôt adaptée, hein, elle obtient de très bons résultats avec ses élèves, parce que notamment elle les respecte, elle les considère bien, elle travaille avec eux quoi concrètement, et c'est vrai que forcément si tu te mets à leur niveau un minimum quand tu es enseignant et que bah, tu apprends à échanger avec eux pour de vrai, hein, et je dis bien à échanger et pas juste à transmettre, c'est pas la même chose, bah, tu vas réussir à justement faire passer l'information, à faire passer les connaissances, à faire passer peut-être l'amour de rechercher la connaissance en histoire et en géographie, puisque ce sont ces cours, et à intéresser tes élèves à ça, et à les motiver en fait à participer activement au processus d'apprentissage, et forcément bah, tu obtiens de bons résultats, quand bien même tu as ton petit inspecteur qui vient et qui te dit oui alors vous avez vu on a un nouveau plan d'éducation, alors maintenant il faut faire ça comme ça, et tu fais oui bien sûr, et puis t'en as rien à péter. Mais du coup ça me fait mourir de rire parce que ça typiquement c'est un processus que je connais par quelqu'un de proche, de très proche. Cette technique que l'on pourrait appeler de freinage managérial cherche à opposer l'inertie aux innovations jugées déstabilisatrices et inutiles, à la manière des ouvriers qui s'entendaient entre eux sur la chaîne industrielle pour éviter un accroissement des cadences. Ici, il s'agit de ralentir le tempo des transformations organisationnelles orchestrées par les planeurs. Concrètement, ces managers opérationnels viennent aux réunions obligatoires, la vie du travail ou des passe-temps, parfois de manière ostensible. Ils essayent de les fréquenter le moins possible. Ils s'amusent parfois à brouiller la tâche des planeurs en les mettant face à leur incompétence, non sans user parfois de petites humiliations. De leur place, il est en effet assez facile de faire un croche-pied à un planeur qui ne connaît pas la dimension concrète et technique de ce dont il parle. Ils font parfois semblant de coopérer sur des projets qu'ils estiment inintéressants. Les managers de proximité tentent alors, chaque fois que c'est possible, de temporiser la mise en œuvre de dispositifs qu'ils jugent nuisibles. Pourquoi changer quelque chose si ça marche super bien ? Bah oui, alors parfois c'est pas parce que ça marche super bien que c'est la manière la plus efficace. Et c'est ça là où il faut aussi pouvoir mettre en place une certaine forme de questionnement. Et il faut pas rester sur du ça marche bien donc je change pas. Parce que juste ça marche bien. Il faut étudier la question. Il faut se poser la question, est-ce que oui c'est pertinent ou pas. Par contre, faire du changement pour faire du changement, ce qu'on a tendance à faire avec l'heure actuelle justement dans l'organisation, ça c'est hautement discutable. Vous avez une vraie démarche au niveau des écoles de marketing, au niveau des écoles de commerce, au niveau des écoles de management, dans ces formations-là, qui vous poussent à vous dire qu'il faut absolument faire du changement. Le changement est important parce que ça vous permet de ne pas stagner, patati patata. Mais en fait, le changement pour le changement n'apporte rien. Le changement pour le changement, ça n'apporte que de l'instabilité, et c'est tout. C'est pour ça qu'il faut faire du changement qui est raisonné, qui est réfléchi. Et réfléchi et raisonné, ça veut dire aller voir l'équipe opérationnelle sur le terrain, voir avec eux ceux qui font la tâche, qu'est-ce qui concrètement peut être amélioré, s'il y a lieu d'améliorer, comment, avec quoi, est-ce qu'ils ont besoin de moyens, si oui, lesquels, et ainsi de suite. Or là, on a du changement qui est fait pas sur le terrain, pas à partir de ce qui est dit par les équipes qui sont sur le terrain, mais par des gens qui sont à très grande distance derrière, au niveau organisationnel, au niveau de la direction, et qui du coup vont imposer des thématiques, qui vont utiliser des outils, ainsi de suite, qui ne sont pas fonctionnels, qui du coup fait que ça perd en efficacité, ce qui fait que du coup ils vont essayer de reproposer d'autres trucs,
qui du coup font que ça continue à faire des changements, donc de l'instabilité, donc encore moins de performance, à toujours faire prendre plus de temps et ainsi de suite. Au-delà de ça, du coup, vous avez les travailleurs qui vont mettre en place tout un tas de mécanismes, comme du sabotage, comme là c'est évoqué, qui du coup vont remonter des données qui sont potentiellement fausses, qui sont potentiellement trafiquées, et ainsi de suite, qui vont continuer en fait la direction qui est toujours à grande distance, à faire des recommandations, à faire de nouveaux projets, et ainsi de suite, dans d'autres directions peut-être, mais qui sont toujours pas la bonne, puisqu'ils s'étayent sur des résultats qui sont toujours mauvais. C'est quand même assez cocasse. C'est quand même assez cocasse. Le changement est intéressant à partir du moment où il est raisonné et qu'il est fait notamment avec les personnes opérationnelles, ou avec les personnes qui font la tâche. Si vous faites du changement sans être en relation, sans prendre en compte la vie basique de base des gens qui font la tâche, vous ne pourrez tomber que sur des conneries. C'est obligé. À d'autres niveaux, les travailleurs disent essayer de ne pas perdre du temps à faire du reporting, de ne pas appliquer les procédures jugées stupides, de ne pas accélérer l'échange avec un client, de ne pas sacrifier la formation, de ne pas considérer les collègues comme des concurrents, etc. La réussite de cette tactique de résistance est évidemment proportionnelle au risque encouru à ne pas faire. Elle est cependant remarquablement étendue. A l'inverse, nous observons des résistances qui prennent la forme d'une obéissance formelle, doublée d'un retrait de l'engagement subjectif dans l'activité. Il peut être en effet plus reposant et même rassurant de suivre bêtement le chemin tracé par les dispositifs. Ce que nous explique Yolande. Il y a des gens pour lesquels il n'y a vraiment pas de solution. On les reçoit, on voit les souffrances, et c'est lourd. Alors on peut tout à fait se réfugier derrière les chiffres, les procédures, en restant froide. On peut ne plus écouter les gens, et même les casser, et faire un superbe chiffre. L'informatique de ce point de vue, ça peut même devenir amusant et gratifiant. Cette attitude permet de travailler sans trop réfléchir, en cochant des cases. Suivre des procédures offre de ne plus avoir à s'intéresser à ce que l'on fait, provoquant alors une sensation de soulagement, d'absurdité en même temps. Il s'agit d'une forme de grève du zèle. Le travailleur suit à la lettre les consignes et renonce, pour se protéger des contradictions, à faire le travail tel qu'il aurait aimé le faire. D'une certaine manière, nous avons affaire ici à une désertion obéissante du travail. Elle peut se combiner, comme le suggère Yolande ci-dessus, avec un rapport ludique de l'activité, une autre forme de résistance qui consiste à faire des dispositifs un jeu. Le jeu au sens de game. Pourquoi au sens de game? Ça a peut-être été traduit. Est généralement représenté comme l'exact opposé du travail. Il est cantonné au temps dit libre, généralement sanctionné dans l'emploi. Le travail, lui, est associé à la peine, à la contrainte, à la production, à la nécessité. Il serait l'envers du jeu entrepris librement, sans rémunération, improductif en même temps qu'inutile et agréable. Le jeu est pure dépense, à l'inverse exact du travail qui est tourné vers la production. Et pourtant, derrière cette opposition apparente, travailler et jouer entretiennent des liens étroits du point de vue de l'activité. Et là déjà ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que ça met en avant une certaine forme de vision qui est associée au jeu. Notamment le fait que le jeu, comme vous l'entreprenez librement, que vous n'avez pas de rémunération, on considère que c'est improductif, et juste c'est agréable mais c'est improductif. A contrario, on va y opposer le travail, qui n'est pas entrepris librement, puisque tu le fais parce que tu as besoin de travailler, parce que tu as besoin d'argent pour pouvoir t'acheter à manger, et ainsi de suite, où tu es rémunéré, de fait, du coup, qui va être productif, tu vas produire des choses, mais qui ne seraient pas amusants, qui ne seraient pas agréables. Et on rajoute l'idée que le jeu est inutile, le travail est utile. Ce qui est quand même très étonnant, parce qu'en vérité, vous avez tout un tas de jeux qui sont très très loin, d'être inutiles, comme très 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 loin d'être improductifs. Au contraire, vous avez des jeux qui vont vous permettre de vous développer, vous en tant qu'individu, vous en tant que personne, sur certaines notions que vous n'aviez jamais abordées auparavant, qui vont pouvoir vous permettre d'exercer justement vos cognitions, vos réflexes, vous apprendre à avoir d'une autre manière. Par exemple, les jeux de casse-tête, tout un tas de choses où en fait, bien sûr que non seulement c'est pas inutile et c'est pas improductif, mais pourtant c'est un jeu. Et c'est là où c'est assez marrant de voir cette manière duelle de voir et d'opposer du coup le travail et le jeu. Comme si ça n'était pas compatible. Juste en fonction de est-ce que ça rapporte des thunes au final. Et c'est ça qui est assez étonnant et qui est assez pourri dans notre société d'ailleurs, au passage. Mais bon, bref. En effet, la sociologie du travail a signalé dans les milieux ouvriers, durant en 2006, qu'il était possible de fabriquer un cadrage ludique sur des tâches peu engageantes, voire dégradantes, humiliantes, mais surtout assommantes,
afin de les rendre supportables. À la suite de William Footwhite en 1955, de Donald Roy en 2006, puis de Michael Burawow en 2008, qui montrent que les ouvriers, pour combattre leur bête noire qu'est l'ennui, fabriquent des règles ludiques dans le cadre de leur travail productif. Il s'agit de thèmes à jouer régulièrement dans la journée, qui introduisent une suite ininterrompue d'objectifs de production à court terme, dont la réalisation se trouverait récompensée par un changement d'activité. Roy en 2006. Ils font de la cadence l'objet d'un défi, d'une compétition. Il faut battre la machine, se comparer aux collègues pour atteindre des records de vitesse sur les quotas de production, faire habilement face à l'incertitude et prendre une bonne place dans une hiérarchie informelle entre pairs. L'introduction du jeu au travail transfère l'intérêt, la structure le temps, accélère et procure une satisfaction du travail. L'accélération permet de se faire des cagnottes de temps libre, d'être fier devant les pairs en gagnant ainsi sa place dans la hiérarchie informelle. Burawow. Ces observations rejoignent des constats dressés en France plus récemment par la psychopathologie du travail. Pour faire face à la souffrance, à la peur, à l'ennui, les travailleurs construisent des stratégies de défense, crues en 87, qui prennent des formes de jeux de compétition, d'auto-accélération, de prise de risque, de jour en 95. J'ai pu observer les mêmes processus dans les milieux du travail contemporain, pour préserver un intérêt et un sens du travail tout en faisant du chiffre. Certaines équipes transforment leurs dispositifs en jeu. Il s'agit alors de battre des scores, que ce soit les siens, ceux des collègues, ou ceux qu'imposent les prescripteurs, avec une indifférence au contenu. Non, ça j'avais lu. La transformation de la tâche en activité ludique est une réponse courante à l'encadrement par les dispositifs. Cette stratégie a un coût important. Dans ces jeux, l'attention est orientée vers l'atteinte de scores quantifiés ou sur la sophistication d'un procédé. L'exploit devient un but en soi, une occasion d'exercer son intelligence, sa sensibilité et de produire un nouveau sens à la tâche. Faire du chiffre n'est alors plus un problème pour tenir au travail, c'est au contraire le seul moyen de s'y amuser. Or, ce cadrage ludique suppose d'arriver à oublier collectivement ce à quoi le chiffre renvoie concrètement. Il impose de développer une forme d'indifférence à ce que l'on fait au monde en travaillant. En résumé, l'encadrement par les dispositifs fait l'objet d'une critique sociale partagée, y compris par ceux qui les mettent en place. Elle pointe essentiellement la conception erronée de l'activité qu'ils imposent, qui plus est, dans un rapport social sans relation. Si de nombreuses résistances sont observables, qui prennent des formes variées, nous nous trouvons cependant devant une énigme. Comment comprendre que l'encadrement par les dispositifs prospère et s'étend autant, alors qu'il semble n'avoir aucun support clair. Pour comprendre ce paradoxe apparent, il faut plonger dans le travail de ceux qui fabriquent et qui diffusent ces dispositifs. Et on va s'arrêter là pour le chapitre 3 et pour la VOD, puisque du coup nous passerons au chapitre 4, les cadres du capitalisme. Vous avez vu, il est bien ce bouquin. Hein. En tout cas, petite fougère de YouTube, j'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. C'est fini pour cette VOD là, pour cet enregistrement là. N'hésite pas à partager évidemment la chaîne, que ce soit la chaîne YouTube ou éventuellement la chaîne Twitch si tu passes aussi sur la chaîne Twitch. N'hésite pas à passer sur Twitch, on y est bien sûr. Et puis à très bientôt pour la suite de la lecture du management des incarnés. Ciao ciao ciao.